Alors, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Ça va être la théorie des corps. Et au niveau des références, ici, j'ai choisi de suivre le Perrin, que je vous recommande parce que, voilà, c'est assez adapté au programme d'intégration. Il y a ce qu'il faut, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Avant de commencer, je dois mentionner quelque chose de vraiment important, c'est que la théorie des corps, c'est vraiment une théorie qui est superbe. Et donc, je vous déconseille vivement de l'apprendre à l'oral de l'agrégation, et ce pour deux raisons. Bah, d'une part, vous pouvez être sûr que les trois membres de jury maîtrisent vraiment bien la théorie des corps, alors que ce ne serait pas forcément le cas pour peut-être une leçon de géométrie ou la leçon sur les systèmes linéaires, ou peut-être qu'il va y avoir un membre du jury qui est spécialiste de ça, ou peut-être même zéro, c'est possible. Et donc ça va être quand même, si vous prenez les corps, ça va peut-être être psychologiquement plus difficile de les impressionner. En plus de ça, et c'est la raison principale, il y a, comme c'est une théorie magnifique, en fait, typiquement les normaliens algébristes vont bûcher dès qu'ils vont arriver à Normal Sup la théorie des corps, et quand ils seront à la grecque, bon, bah, ils seront peut-être pas spécialistes de tout, mais par contre ils seront au taquet au niveau de la théorie des corps. Et par conséquent, ces normaliens vont faire des performances particulièrement élevées. Je peux d'ailleurs donner une anecdote. Donc je crois que c'était en 2023, j'avais suivi une quarantaine d'euros d'agrégation. Et il y avait j'avais assisté à deux candidats qui avaient été dans le top 20. Et les deux avaient été tombés en fait à l'algèbre sur voilà, une leçon sur les corps. Alors, peut-être qu'ils auraient eu 19 s'ils avaient pris l'autre leçon, mais le fait est que volontairement, tous les deux ont choisi cette leçon sur les corps. Et donc, si vous avez des candidats vraiment très forts qui vont avoir 18-19, et que bah, vous maîtrisez bien le cours, mais quand même vous êtes nettement en dessous, ça va être difficile pour le jury de vous donner 16, même si vous faites une performance solide. Alors que, bah, voilà, si vous arrivez et que vous maîtrisez bien les systèmes linéaires, bah, on va peut-être vous donner 16 parce que de toute façon, voilà, il n'y aura aucun candidat qui, sur cette leçon-là, va faire vraiment mieux que vous. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer le cours. Et donc, on va d'abord voir que pour les corps, ça ne va pas être juste une théorie des corps, ça va être une théorie en fait des corps emboîtés dans d'autres corps, un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire que si on a voilà, un petit corps K et un corps moyen, un grand L, bon, et bien en fait, et donc grand K est inclus dans L, on peut très naturellement munir grand L d'une structure de K espace vectoriel. Et donc, si cet espace vectoriel est dimension finie, on pourra même parler de la dimension de L sur K. C'est d'ailleurs exactement le sens de cette notation ici. Et par ailleurs, on a un théorème qui est le théorème de la base télescopique qui nous dit que voilà, si on a une base, pas forcément finie de L sur K, et une base FJ, où donc J c'est un ensemble d'indices qui est une base de donc, M sur L, à ce moment-là, en considérant les produits EIFJ, on va avoir une base de M sur K, c'est-à-dire la base du gros corps sur le petit corps. Donc si on est en dimension finie, ça se traduit par le fait que la dimension en fait du gros corps sur le petit corps, ça va être la dimension du gros corps sur le corps moyen multipliée par dimension du corps moyen sur le petit corps. Bon, peut-être un petit exemple pour mieux comprendre. Voilà, donc si on est dans le cas de figure où en fait la dimension du corps moyen sur le petit corps est de 2 et que la dimension du gros corps sur le corps moyen est 3, alors la dimension du gros corps sur le petit corps ça va être 6,
Et en fait, voilà, la base qu'on pourra trouver, ça va être EIFJ avec I qui vaut 1 ou 2 et J qui vaut 1, 2 ou 3. Et donc ça va donner ces vecteurs qui vont donner une base de ce corps M vu comme K espace vectoriel. Alors, peut-être un petit mot sur la démonstration. Bon, la démonstration de ce théorème est assez naturelle. Il va falloir juste montrer que cette famille-là est libre et génératrice. Bon, alors comment vous montrer qu'elle est libre? Alors d'abord, libre, ça veut dire que c'est une combinaison linéaire finie. Donc, vous allez avoir une somme de lambda ij, ei, fj, qui est égale à 0. Bon, très bien. Et donc là, il va falloir regrouper astucieusement en fait les termes en i d'un côté pour faire apparaître une combinaison linéaire de fj et dire que bon, si cette combinaison linéaire de fj est nulle, ça veut dire que tous les coefficients à fj sont nuls. Et à ce moment-là, on va refaire un tour de manivelle en s'apercevant qu'on a des combinaisons linéaires de ei qui sont nulles et donc nécessairement en fait ces combinaisons, ça veut dire que tous les coefficients linéaires de cette combinaison linéaire seront nuls. Et donc ça montre que c'est libre. Et en faisant un raisonnement très similaire, on va montrer qu'avec les EI, eh bien, on peut construire n'importe quel vecteur de grand L. Et donc du coup, on va pouvoir construire n'importe quelle combinaison linéaire finie des FJ. Et donc, ce faisant, on pourra construire n'importe quel élément de grand M. Alors, un exemple un petit peu plus délicat, si on regarde Q de IJ. Alors déjà, I, ça va être le nombre imaginaire pur, et J, donc, ça va être ce nom complexe ici, qui est d'ailleurs de polynôme minimal x carré plus x plus 1, donc c'est une racine troisième de l'unité. Et donc, on va regarder Q de IJ. Alors, Q de IJ, c'est quoi déjà? C'est quoi Q crochet de IJ? Alors, Q crochet de IJ, ça va être tous les polynômes en I et en J qu'on va pouvoir construire. C'est-à-dire qu'on va prendre un polynôme sur Q de xy à deux variables, et on va remplacer grand X et grand Y par I et J. Donc ça, ça donne un nombre complexe. Et donc ça, ce sera tous les éléments de Q crochet IJ qu'on peut construire. Et Q parenthèse de IJ, en fait, ça va être toutes les fractions rationnelles en IJ. C'est-à-dire que ça va être un polynôme en IJ divisé par un autre polynôme en IJ. Et donc, voilà, ça va nous construire tous nos éléments de Q parenthèse IJ. Et on s'intéresse à la dimension de ce corps, parce que bien sûr, il s'agit d'un corps. Parce qu'en effet, voilà, si vous avez l'addition de deux fractions rationnelles, c'est une fraction rationnelle. Le produit de fractions rationnelles, c'est une fraction rationnelle. 1 est une fraction rationnelle. Et surtout, si vous avez une fraction rationnelle, l'inverse est aussi une fraction rationnelle, à condition qu'elle soit non nulle. Bon, et alors donc, on peut appliquer la formule donc de multiplicativité des degrés ici. Et alors, qu'est-ce que ça va être notre corps moyen? Ça va être Q parenthèse de I. Puisque, bien entendu, Q parenthèse de I va être inclus dans Q de IJ. Et donc, bon, en appliquant la formule, on aboutit à ça. Et, bon, alors à droite, déjà, on a Q parenthèse de I sur Q. Et, en fait, le degré de cette extension, ça va être ce qu'on appelle le degré du polynôme minimal de I sur Q. Bon, ça, on verra ça en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais par anticipation, je peux déjà vous dire que le polynôme minimal annulateur de I, ça va être x carré plus 1, que ce polynôme est de degré 2, et donc cet espace vectoriel, nécessairement, va être de dimension 2. Donc ce sera une extension, une extension de corps sur Q de degré 2. Alors ici, c'est un petit peu plus délicat, néanmoins pour des raisons qu'on expliquera plus tard. En fait, le degré de cette extension est forcément plus petit que le degré de Q de J sur Q, c'est-à-dire qu'en fait, on peut enlever le I. Alors, ça ne va pas nécessairement être égal à le degré de Q de J sur Q, mais par contre, ça va être forcément en dimension plus petit que Q de J sur Q.
Et donc J ayant un polynomiateur qui est d'ailleurs minimal, qui est x carré plus x plus 1 sur Q, eh bien ceci ce sera de degré nécessairement plus petit que 2, et on verra un peu plus tard que effectivement le degré est 2. Voilà. Alors, bon, quelques points de vocabulaire avant d'aller plus loin. Donc si A, donc K c'est un petit corps et L, donc ça va être donc une extension. C'est-à-dire quand je dirais une extension, je vais toujours dire que c'est un corps qui contient grand K. Et si on a un sous-ensemble grand A dans L, on va appeler K de A, en fait ça va être le corps engendré par grand A. Et s'il se trouve que K de A c'est grand L, et bien on va dire que effectivement L est le petit sous-corps contenant K et A. Si d'aventure A était fini, donc A est égal à alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n, donc on pourra écrire à ce moment-là, donc si L est égal à K de A, L va être égal à K de alpha 1, alpha n, c'est-à-dire que L va être toutes les fractions rationnelles en alpha 1, alpha n qu'on va pouvoir construire. Si il se trouve que l'extension est monogène, c'est-à-dire s'il se trouve que là n égale 1, à ce moment-là, on pourra dire que L est égal à alpha, et donc là on dira qu'il s'agit d'extension monogène. Donc l'exemple d'extension monogène, bon, Q de I, c'est une extension monogène, puisque voilà, c'est l'extension engendrée par I. Et là, on peut se poser la question, est-ce que Q de IJ, c'est une extension monogène? Alors, il se trouve que I ne va pas engendrer Q de IJ, et J ne va pas engendrer Q de IJ. Néanmoins, en fait, on peut montrer que Q de IJ est une extension monogène. Et la raison est la suivante, c'est qu'on va pouvoir engendrer I et on va engendrer J, et engendrer même tout Q de IJ avec le nombre I plus J, qu'on va noter alpha. Bon, alors, évidemment, c'est assez clair que Q de alpha va être inclus dans Q de IJ. Là où c'est un peu plus délicat, c'est de montrer l'inclusion inverse, c'est-à-dire que, oui, effectivement, on va pouvoir construire tout Q de IJ à partir de Q de alpha. Alors, pour faire ça, on va utiliser le polynôme minimal de J que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que J est annulé par donc, x carré plus x plus 1. Donc c'est-à-dire que j carré plus j plus 1 est égal à 0, et il se trouve que bon, voilà, ce polynôme est minimal, mais pour l'instant ça ne va pas, de degré minimal, pour l'instant ça ne va pas tellement intervenir. Et donc comme on a ça, en fait, au lieu de mettre j ici, on va mettre alpha moins i, puisque alpha moins i, bon, ça fait j, et donc ça c'est égal à 0. Et on va développer, et là toute l'astuce en fait, ça va être de regrouper les termes en i, de façon à exprimer i comme une fraction rationnelle en alpha. Donc on fait ça, bon il se trouve que ce terme ici va être non nul, donc on va pouvoir diviser, et à la fin on a trouvé que i est égal à donc, cette fraction rationnelle en alpha. Et alors là on a gagné, alors pourquoi on a gagné? Parce qu'on a bien montré qu'en fait i appartenait à q de alpha, et donc si on peut construire I à partir de Q de alpha, comme alpha c'est égal à I plus J, clairement on peut aussi construire J par différence. Donc finalement on peut construire I, on peut construire J, on peut construire tout le corps Q de IJ. Et donc ça montre bien que notre extension est monogène, c'est-à-dire que Q de IJ est égal à Q de I plus J. Alors maintenant, on va passer à la question des éléments algébriques et des éléments transcendants. Alors, on a un morphisme naturel qui va, donc K est un corps de K de X vers L, où donc L est une extension, et si on prend un élément alpha qui appartient à grand L. Alors, je m'explique, donc on a un élément alpha qui appartient à grand L, et en fait, on prend un polynôme appartenant à k de x, et à ce polynôme p de x, on peut associer p de alpha, qui va être donc un élément de grand L. Et là, donc, bon, voilà, c'est un morphisme d'anneau, et ce morphisme, il va être injectif ou il va ne pas être injectif. Et donc, s'il est injectif, on va dire à ce moment-là que alpha est transcendant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver en fait de polynôme qui va annuler
qui va annuler alpha. Et si on trouve un polynôme qui annule alpha, c'est-à-dire qu'on a un polynôme P, donc là on va l'appeler M, tel que M de alpha est égal à 0, à ce moment-là on va dire que l'élément est algébrique, c'est-à-dire qu'on peut trouver un polynôme qui annule notre élément alpha. Alors si on est dans le cas simple, c'est-à-dire le cas où alpha est transcendant, on va avoir un isomorphisme entre les polynômes en x et les polynômes en alpha, et un isomorphisme entre les fractions rationnelles en alpha et les fractions rationnelles en x. Par contre, là où ça va être beaucoup plus riche, et en général, voilà, ce qu'on va étudier, ça va être plutôt le cas des éléments algébriques, et on va avoir un théorème fondamental qui va nous donner en fait le degré de l'extension de k alpha sur k, c'est-à-dire que on va voir que cette extension a pour degré, c'est-à-dire que l'espace vectoriel k de alpha a pour dimension le degré du polynôme minimal en alpha. Donc le polynôme minimal en alpha, donc ça va être le polynôme de plus petit degré unitaire qui va annuler alpha et qui appartient à k de x. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on a une équivalence entre le fait que alpha est algébrique, le fait que k alpha et k crochet alpha est égal à k parenthèse alpha, et le fait que la dimension de k alpha soit finie. Donc on a plusieurs équivalences à montrer. Donc on va commencer par montrer 1 implique 2, c'est-à-dire que si alpha est algébrique, alors k crochet de alpha est égal à k parenthèse de alpha. Alors, bon, il y a une inclusion qui est claire, hein, bien sûr. Et donc, comment on va montrer qu'une fraction rationnelle S de alpha sur T de alpha va être un polynôme en alpha? Bon, déjà, on va se contenter de montrer que 1 sur T de alpha est un polynôme en alpha. Et ma foi, donc là, on va l'appeler P. Donc, on va montrer que, en fait, un polynôme P en alpha est inversible au sens où, en fait, on a 1 sur P alpha qui est égal à un polynôme en alpha. Et ma foi, en multipliant n'importe quel polynôme en alpha, ça va être toujours vrai, donc ça va être vrai pour n'importe quelle fraction rationnelle. Donc finalement, il faut montrer que notre polynôme P alpha est inversible dans K de alpha. Alors pour faire ça, donc il va être inversible, mais attention, il va être inversible bien sûr s'il est non nul. Et donc pour faire ça, on va utiliser le polynôme minimal M, on va l'appeler grand M de alpha. Bon, alors donc déjà, on a le PGCD entre P et M qui est égal à 1. Bon, alors pourquoi il en est ainsi? Bon, bah déjà, le polynôme minimal, en fait, bon, il est unitaire par définition, mais il est aussi irréductible. Parce que s'il était réductible, bah, on pourrait écrire que grand M est égal à M1 fois M2, et du coup ça voudrait dire que M1 de alpha fois M2 de alpha est égal à 0, et comme on est dans un corps, donc c'est intègre, bah, ça voudrait dire que M1 de alpha est égal à 0, ou M2 de alpha est égal à 0, et donc du coup finalement, bah, grand M ce serait pas le polynôme minimal annulateur de degré minimal, annulateur de alpha. Donc clairement, grand M est irréductible. Donc, si le PGCD entre un autre polynôme P et grand M n'était pas 1, ça voudrait dire que comme grand M est irréductible, que forcément grand M diviserait P, et bah, si grand M divise P, bah, ça veut dire que P de alpha, ça va être égal à M de alpha fois quelque chose, donc c'est égal à 0, et donc P de alpha sera égal à 0, ce qu'on a exclu. Donc finalement, ça montre bien que le PGCD entre P et M, c'est 1. Donc du coup, là, on peut utiliser Bézout, et donc trouver deux polynômes U et V tels que UP plus VM est égal à 1. Et donc là, on a gagné, on va juste évaluer notre polynôme en alpha, et s'apercevoir que M de alpha, ça fait 0, donc finalement, U de alpha, P de alpha, c'est égal à 1. Et donc là, on a bien trouvé un polynôme U de alpha qui va être donc l'inverse de P alpha. Donc ça nous conclut le fait que K de alpha, ça va être bien un corps qui va être égal à K parenthèse de alpha, donc les fractions rationnelles en alpha. Alors, le 1 implique 3 maintenant, donc ça,
c'est assez clair par division euclidienne, à savoir que, donc on rappelle M, ça va être le polynôme minimal en alpha, et on va prendre un élément P de alpha. Bon, très bien, bon, et ben, on peut faire division euclidienne de P, donc dans le cas de X par M, et ce qu'on a, c'est que P est égal à QM plus R. Maintenant, si on regarde ce que ça donne en alpha, donc ça veut dire que P de alpha c'est égal à Q de alpha fois M de alpha, mais M de alpha c'est égal à 0 puisque M évalué en alpha et donc vaut 0 parce que M est le polynôme minimal de alpha. Bon, très bien, et du coup, ce qui nous reste, c'est que P de alpha est égal à R de alpha, et donc ça veut dire que finalement, comme R va être forcément de degré plus petit que D, ces éléments-là vont pouvoir être une famille génératrice de tous les éléments P d'alpha que je pourrais construire. Et donc, ça va nous s'assurer que, effectivement, K crochet de alpha va être de dimension finie. Donc, il nous reste 3 implique 1 et 2 implique 1. Donc, alors, 3 implique 1, ça veut dire que si on a une dimension finie, alors alpha est algébrique. Bon, si ça c'est assez clair, parce que si ça c'est de dimension finie, ça veut dire qu'on va trouver une combinaison linéaire en fait des monômes en alpha i qui va être égal à 0. Donc ça va nous donner un polynôme qui va donc annuler alpha. Bon, et alors maintenant 2 implique 1. Alors si on a ça qui est égal à ça, alors alpha est algébrique. Bon, bah, ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste 1 sur alpha. Donc si K crochet de alpha est égal à K parenthèse de alpha, ça veut dire que 1 sur alpha c'est égal à un polynôme en alpha. Et donc finalement, à ce moment-là, je vais pouvoir multiplier par alpha à gauche et à droite. Et ça va me donner donc P alpha, P de alpha, ça va être un polynôme en alpha. Si j'enlève 1 plus que ça, ce sera de valuation au moins 1. Ça va me donner donc un polynôme non nul en alpha qui annule alpha. Et donc ça me donnera bien un polynôme annulateur de alpha. Et je peux supposer bien sûr qu'il est unitaire, quitte à diviser par son coefficient directeur. Donc ça termine la démonstration. Alors, quelques petits exemples. Alors déjà, donc racine de 2, donc là, à ce moment-là, le polynôme minimal, ça va être x carré moins 2. Et donc, les degrés 2, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, q de alpha, donc si alpha était racine de 2 sur q, ça va être égal à 2. Alors, pourquoi d'ailleurs ça, bon, c'est clair, c'est un polynôme minimal, mais pourquoi en fait c'est un polynôme annulateur, pardon, mais pourquoi c'est un polynôme minimal? Bon, si ça n'était pas le cas, ça veut dire qu'on peut trouver un polynôme de degré 1 sur q qui annule racine de 2. Donc ça voudrait dire que racine de 2 est un rationnel, et ça c'est faux. Alors je vais peut-être rappeler brièvement la démonstration. Si on avait racine de 2 qui était égale à p sur q, ça voudrait dire qu'on aurait donc 2 est égal à p carré sur q carré, c'est-à-dire que p carré est égal à 2 fois q carré, où p et q sont donc des entiers. Et donc ça, en regardant l'ordre de 2 dans la décomposition en facteur premier de p carré et de 2 de q carré, on va avoir une contradiction, puisqu'à gauche, on va avoir un exposant pour 2 qui va être pair, et à droite, on va avoir un exposant qui est impair. Et comme on a unicité de la décomposition en facteur premier, ça ne marche pas, donc racine de 2 est irrationnelle. On peut faire d'ailleurs un raisonnement similaire pour montrer que racine cubique de 2 est irrationnelle. Et donc, ça nous montre que en fait, ce polynôme-là, c'est bien un polynôme minimal. Alors, pourquoi c'est un polynôme minimal? Parce que il annule, bien sûr, racine cubique de 2. Donc, si ce n'était pas un polynôme minimal, ça voudrait dire que x3-2, on pourrait l'exprimer comme un produit p fois q, où p ce serait de degré 1 par exemple, et q de degré 2.
Donc en fait, ça veut dire que nécessairement P serait donc de la forme x moins gamma, où gamma est une racine rationnelle de ce polynôme-là, mais il se trouve que des racines rationnelles, il n'y a que racine de 3 sur 2, puisque en fait les deux autres racines de ce polynôme, ça va être j fois racine de 3 sur 2, ou j carré fois racine de 3 sur 2, et ça clairement, donc ça va pas être rationnel, puisque ça ne va même pas être réel. Donc, si on pouvait exprimer x3 moins 2 qui était égal à p fois q, en fait, on n'aura pas tellement le choix, parce que p, ce serait donc x moins bêta. Et donc, finalement, ça nous dirait que racine cubique de 2, c'est un rationnel, et ça, on a déjà dit que ce n'était pas possible. Alors, il y a une autre démonstration qui utilise le critère de Hagenstein, à savoir que, donc ça c'est un polynôme sur Q de x, mais en fait qui est sur z de x, et comme en fait tous les coefficients à part le premier sont divisibles par 2 et que le dernier n'est pas divisible par 2 au carré, en fait, ce polynôme-là va être irréductible sur z crochet dx, et en utilisant des arguments, donc avec le théorème de Gauss et le contenu, on peut montrer qu'à ce moment-là, c'est irréductible sur z de x, c'est irréductible sur q de x, et donc c'est bien le polynôme minimal de racine de 3 sur 2. Bon, ici, je vais peut-être en profiter pour faire une petite parenthèse pour expliquer comment est-ce qu'on démontre Hagenstein. Donc, je vous rappelle ici, l'idée, c'est que les coefficients sont nuls modulo 2, et que le dernier coefficient est nul modulo 2, mais par contre n'est pas divisible par 2 au carré. Alors, comment on démontre ça? En utilisant donc les idées d'Hagenstein, en fait, on va passer ce polynôme à la moulinette à modulo z sur 2z, et donc on imagine que ce polynôme c'est égal à p fois q, ou mettons que p ce soit un polynôme de dimension de degré 1 et q un polynôme de degré 2. Bon, et donc comme je disais tout à l'heure, réductible sur q de x implique réductible sur z de x, donc dans ce cas de figure, et du coup donc p et q sont donc des polynômes à coefficient entier. Et donc, si maintenant je prends ce polynôme modulo 2, ce polynôme modulo 2, c'est juste x3, puisque 2, ça va faire 0 dans z sur 2z, crochet x. Et maintenant, je vais regarder p bar et q bar dans z sur 2z, crochet x, et ce que je m'aperçois, c'est que donc p bar fois q bar, c'est égal à x3. Donc là, on n'a pas tellement le choix, d'après les degrés, en fait. P bar, ça va être égal à grand x, et q bar, ça va être égal à x carré. Bon. Et donc, du coup, ça, ce que ça va nous dire, c'est que, si p bar, c'est égal à grand x, ça veut dire que p, ça va être un polynôme de degré 1, dont le terme constant va être un multiple de 2. Et de même, si q bar est égal à x2, q, ça va être un polynôme sur z de degré 2, dont le terme constant va être un multiple de 2. Et donc, quand vous allez multiplier ces deux polynômes entre eux, forcément, ici, vous allez trouver pas un multiple de 2, mais un multiple de 4, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça assure la contradiction. Voilà, alors donc voilà l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc là c'est J, donc le polynôme minimal de J, attention c'est pas x3 moins 1, c'est x2 plus x plus 1. Alors il y a des éléments donc, qui sont transcendants sur Q, ce n'est pas tout à fait, d'ailleurs c'est assez difficile à montrer, mais on peut montrer qu'effectivement pi et e sont transcendants sur Q, et donc du coup Q de pi isomorphe à Q de grand X, et Q de pi isomorphe à Q de parenthèse X. Donc ça, c'est le théorème qu'on avait vu tout à l'heure, donc celui-ci, donc dans le cas transcendant. Alors peut-être pour finir un exercice,
Alors voilà, donc on va prendre x3 sur moins 2, et on prend donc une racine. Alors c'est pas forcément racine cubique de 2, ça peut être j racine cubique de 2, enfin peu importe. Et on va calculer l'inverse de alpha plus 1, donc dans Q de alpha. Ça, comme en fait, là on va avoir une extension algébrique, c'est-à-dire que x3 moins 2 va annuler alpha, eh bien on peut voir que Q de alpha plus 1, bon, bah, ça va être inclus dans Q de... Q crochet de alpha plus 1, ça va être inclus dans Q de alpha. Et donc, si Q de alpha, Q crochet de alpha est d'une dimension finie, bien forcément Q crochet de alpha plus 1 va être aussi d'une dimension finie, donc alpha plus 1 va être algébrique. D'ailleurs, si de manière générale, en utilisant l'argument que je viens de donner, si vous avez alpha un élément algébrique, eh bien R, où R est un polynôme, R de alpha va être aussi un élément algébrique, juste pour des raisons de dimension. Et donc, on a que Q de alpha plus 1 va être égal à Q crochet de alpha plus 1, et donc on cherche l'inverse de cet élément-là, qui donc va être un polynôme en alpha. Bon, alors, pour faire ça, peut-être que le plus simple, c'est juste de poser un système, c'est-à-dire de chercher un polynôme en alpha carré qui va être l'inverse de alpha plus 1. Donc ça va nous amener à cette équation, alpha plus 1 fois u d'alpha égale 1. Et là, bon, on va développer, on va juste tenir compte du fait que alpha 3 va être égal à 2. Et donc, ce terme ici va se simplifier en un 2, et finalement, ça nous permet d'aboutir à un système, à savoir que donc ça va être égal à 0, ça doit être égal à 0, et ça va être égal à 1. Et donc, on aboutit à ce système, et on trouve donc A, B et C, qui donc va me donner l'inverse de alpha plus 1. Voilà, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on continuera avec les corps algébriques clos. Et je n'ai pas tardé à faire proposer des développements et des plans de leçons pour vous aider à bien préparer la grecque. Merci, à bientôt.